Ok, bonjour à tout le monde. Je viens un peu appuyer les dits de... Bon, je ne sais pas si je vais dire maître ou bien monsieur. Moi, je suis au Canada, ça fait depuis 2017. Et j'ai suivi un peu le live. Moi, je suis rentré en 2017. J'ai fait la demande d'asile. J'ai fait la demande d'asile. J'ai touché l'aide sociale peut-être un mois. Puis j'ai fait tous les documents qu'il fallait. En ce moment, on partait au bureau 2020 à Montréal là pour les trucs. Et puis, j'ai fait, comment on appelle, comment on dit ça même là, le bénévolat et tout. Au niveau du permis d'études, ce que vous aviez dit, c'est vrai, parce que moi, j'ai fait une demande de permis d'études. Je travaillais, j'ai fait une demande selon mon travail et tout. Ils m'ont donné le permis d'études. Je suis pas inscrit à Verdun, à l'école professionnelle de Verdun. Là-bas, on m'a refusé parce que la dame me dit, même si je suis au Canada, faudrait que je fournisse ma quoi là même là. Avant la résidence permanente, on donne, comment on appelle ça, le document là, confirmation de résidence, non, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà, faudrait que je fournisse des documents que je n'avais pas. Sinon, je suis obligé de m'inscrire en tant qu'étudiant international, comme si j'ai fait une demande hors du pays et que je rentrais. Donc, je payais près de 15 000 ou 20 000 dollars et je devais payer quoi, 1500 dollars par mois. Tu vois, une grosse somme. Ce qui est inutile, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est juste appuyer ce que vous avez dit. Et concernant le procès, parce que tout ce que vous racontez là, moi j'ai suivi tout ça. Moi, quand je suis rentré, ma femme était déjà en procédure hors du pays. Donc ma femme est rentrée en tant que résident permanent. Puisque moi, je suis venu en visiteur, j'ai calé. Donc elle est rentrée, on a fait un mariage ici. Mais je n'ai pas annulé ma demande d'asile. Et j'ai joué sur le temps. Quand on a fait la procédure de résident permanent, j'ai joué sur le temps. Jusqu'au dernier jour, on a rejeté le procès 3 fois. Jusqu'au dernier jour où on a fait le procès, c'est 4 jours avant le procès que j'ai eu ma confirmation de résidence. Et oui, 4 jours, j'ai dit bien 4 jours. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On a allé au procès. Quand on a allé au procès, donc avant ça, j'ai confirmé maintenant à l'avocat que j'ai eu. Donc on a créé une situation où j'ai dit que j'abandonnais l'affaire et tout. Mais en réalité, eux, ils suivaient toutes mes démarches. Voilà. Et c'est légal. Ils suivaient toutes mes démarches. Ils savaient tout ce que je faisais. Voilà. Voilà. Et elle, parce que c'est 3 personnes, il y a, je crois, le procureur du gouvernement, il y a une greffier, et puis il y a le juge. Maintenant, et puis il y a l'avocat. Donc ils ont dit, bon, nous on a bien, en tout cas, on vous laisse tomber. Ils ont fait les documents et puis c'est comme ça que mes choses ont suivi. Merci pour le témoignage. Donc lui, il est venu ici en tant qu'étudiant. Et puis, il est venu avec une filière. Donc, il n'est jamais allé à l'école. Il n'a jamais mis ses pieds dans un établissement scolaire. Il a été juste inscrit. Et puis, la personne qui a fait sa procédure pour qu'il vienne au Canada a disparu après son arrivée au Québec. Donc, la personne a disparu après son arrivée au Québec. Fait que là, il s'est retrouvé délaissé à lui-même. La personne l'a juste aidé à trouver un emploi au début. Et puis, la personne est partie. Fait qu'il s'est retrouvé à payer son loyer et puis juste travailler. Donc là, en ce moment, il a arrêté de travailler à temps plein. Fait que là, il travaille juste à temps partiel. J'aimerais juste savoir parce qu'en ce moment, il est en couple avec une fille et ils sont sur le point de se marier. Ça fait presque 8 mois, ils habitent ensemble. Donc, je ne sais pas si par le mariage ou le parrainage de conjoint de fait, ça pourrait se faire que son statut puisse être changé. Oui. Il peut se marier. Fait que, à part ces 2 options-là, est-ce qu'il y a d'autres possibilités comme une demande d'asile? S'il fait une demande d'asile, mais malheureusement, il n'est pas en danger dans son pays et ça, je pense pas qu'il va pouvoir le prouver. Donc, il n'est pas en danger dans son pays, il ne peut pas faire une demande d'asile. Donc, selon vous, quelles sont les différentes possibilités pour lui, en fait, à part... Mais ce mariage, c'est la meilleure option, étant donné que c'est un vrai mariage, non? Ce n'est pas un mariage factice pour tromper l'immigration. C'est un vrai mariage. Il est sur le bon chemin. Sur le très bon. D'accord. Fait que, à part ça, il ne pourra faire aucune autre démarche, même retourner aux études, parce que là, en ce moment, il lui reste 1 an sur son permis d'études, mais la fille... Non, il a déjà violé les conditions de son permis. Il n'aura pas. S'il rate ce mariage, ce serait compliqué pour lui. D'accord. Merci beaucoup, c'était ça la question. Avec le mariage, même comme il n'a pas étudié,
métier, là-bas, ça peut marcher. Moi, je viens avec le problème de mon petit frère. Il est un demandeur d'asile, mais il a fait sa demande d'asile en Alberta. Et quand il a eu son permis, il est directement monté à Montréal pour travailler. Mais je voulais savoir si ça doit avoir un impact sur son dossier. Je sais pas. Les demandes d'asile, quand vous parlez d'impact, il y a des gens même qui m'ont dit qu'ils ne peuvent plus demander à Montréal. Ils doivent aller en Alberta ou en Saskatchewan parce qu'on dit que là-bas, on donne plus facilement. Bon, c'est les choses du quartier. Hein? C'est les choses vraiment du quartier. Lorsque vous faites une demande d'asile, c'est l'administration. Si vous êtes en Alberta, c'est l'administration de l'Alberta qui va juste arranger le dossier. Mais le jugement, là, c'est national, c'est le gouvernement fédéral qui gère, c'est la commission de l'immigration. L'endroit où vous vivez ne vous donne aucun avantage, il faut savoir ça. Ça ne donne aucun. Il y a même des gens qui changent l'adresse pour jongler, ils font des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Ça ne vous donne aucun avantage. Mais par contre, si l'adresse est de l'autre côté, et qu'il est ici, ça veut dire qu'il triche. Vous pouvez vous mettre dans un problème qui ne devait pas avoir lieu. S'il travaille ici, qu'il écrive son adresse, c'est à Montréal, et qu'on transfère son dossier au bureau de Montréal, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien sur l'acceptation ou le refus de son dossier. On va juger son dossier en fonction de l'histoire qu'il a racontée, et non en fonction de l'endroit où il vit ici. L'endroit où vous vivez, oui, parfois ça peut vous permettre d'avoir une date d'audience rapide dans certains cas. Mais dans d'autres cas aussi, ça fait l'effet inverse. J'ai une cliente qui avait dit que elle ne pouvait vivre qu'au Nunavut. Quand on lui a dit que comme il n'y a pas beaucoup de dossiers au Nunavut, elle va déposer son dossier chez sa copine par là-bas pour que ça passe vite parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de dossiers. La conséquence, c'est qu'après 1 an, on n'avait pas regardé son dossier. Je ne parle même pas de recevoir et donner l'accusé de réception. Donc, lui, s'il a son dossier, s'il ne veut pas de problème, il traite son dossier. S'il a une adresse au Québec, qu'il donne l'adresse du Québec. Quand il va donner l'adresse que j'ai changé d'adresse, on va lui écrire pour lui dire qu'on a changé le lieu de votre dossier. Mais qu'il change ou qu'il ne change pas, ça ne donne aucun avantage particulier. Je ne sais pas si je réponds à la question. Okay. Oui. Et concernant mon petit frère, par rapport au fait qu'il a eu à demander l'asile en Alberta, mais il travaille à Montréal, mais moi je ne sais pas, puisque le permis c'est un permis ouvert, je ne sais pas si vraiment, Oui, et il n'a pas changé d'adresse, mais c'est ouvert, mais il travaille ici. Donc, normalement, il n'est pas en train de faire la bonne chose. Qu'il change son adresse, il met qu'il travaille ici. On va juste lui dire, théoriquement, qu'on transfère son dossier au bureau de Montréal. Et ça ne change rien. J'imagine que c'est des cas où on lui dit qu'en Alberta, c'est facile. Ou bien que c'est ceci, c'est des histoires. Lui, il a un consultant. Son consultant a dit ça ne change en rien. Tu n'as pas besoin de changer ton adresse. Tu n'as pas non, besoin le consultant est naïf. Il est naïf, comment? Tu as besoin. Mais même dans la réalité, vous-même, vous n'avez pas besoin d'être consultant pour savoir. Mais est-ce qu'il vit où il dit là? Non. Il a mis l'adresse de sa copine, il a mis l'adresse d'une amie là-bas, donc. Donc, est-ce que c'est bon de tricher pour des choses qui n'apportent rien? Hein? Non. Même si le consultant va toujours gérer son dossier, que ce soit au Québec ou là-bas, mais j'ai des clients en Alberta, dans toutes les provinces du Canada, ça ne change rien. Mais ce que je demande, c'est de dire la vérité. Qu'est-ce qui lui coûte de dire qu'il vit à Montréal? Le consultant peut toujours le représenter où il se trouve. Hein? Qu'il vive à Montréal ou ça ne change pas qui est le consultant. Ma sœur est étudiante dans un établissement d'enseignement désigné au Québec qui n'est plus admissible au PTPD. Son programme finit en janvier. Pour quel permis de travail est-elle admissible? Comment va-t-elle faire pour demander le permis de travail? Est-ce que vous offrez des contrats de travail? Il y a des possibilités de contrat de travail, celui-là. Oui, il y a des possibilités. Mais il faut s'y prendre tôt, hein, dès maintenant, si elle le veut. Il y a des possibilités. C'est pas nous qui donnons des contrats, hein. Il y a des gens qui nous contactent pour dire qu'ils ont des possibilités. Ce n'est pas forcément au Québec, hein, ce n'est pas forcément en ville. Donc, lorsqu'on cherche, il faut être prêt à aller même dans un village travailler. Si le consultant n'est pas agréé, comment faire si on veut changer de consultant au cas où il refuse? Non, il ne peut pas refuser. Un consultant ne peut pas. Vous ne le lui demandez même pas. Vous n'avez pas obligé. Vous pouvez l'informer par politesse que vous changez. Et quand vous voulez que je sois votre représentant, c'est moi qui vais faire tout. Il ne refuse pas. C'est impossible. On ne refuse pas de changer de consultant. On ne demande pas son avis. Vous venez avec son adresse et on va changer le consultant. C'est tout. Je suis arrivé par
l'entrée express, mais en conjoint de fait. C'est une autre personne qui a porté mon dossier, donc ma conjointe. Maintenant, je veux me séparer d'elle, donc je veux me séparer légalement d'elle, donc je veux plus qu'elle soit ma conjointe de fait. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Mais vous dites que vous ne voulez plus être, que vous vous êtes séparés, c'est ça? Oui, bon, nous ne sommes pas encore séparés, mais je suis sur le Vous point de voulez me vous séparer. séparer? Oui, Vous avez déjà la résidence? oui, j'ai la résidence permanente, oui. Mais vous vous séparez, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas marié, c'était conjoint de fait. Comme on dit chez nous, vous prenez votre route et ça n'a aucune conséquence. Bon, la deuxième maintenant, et si je veux faire venir maintenant mon épouse du pays, quelle est la procédure à faire? Parce qu'au pays, j'étais marié légalement. Non, comment on peut être marié et être conjoint de fait en même temps? Vous avez triché, il ne faut pas tricher, hein. Comment vous pouvez être marié et être conjoint de fait en même temps, en ce temps-là? Mais peut-être vous vous étiez séparé de votre femme depuis. Est-ce que dans votre dossier, vous avez dit que vous étiez marié? Non. Mais alors, vous trichez à Mondio Vision. Il ne faut pas. Si vous êtes marié, il faut bien que vous expliquiez pourquoi. Vous avez caché, c'est une fraude, ça c'est la fraude. Il ne faut pas faire, hein. Il ne faut pas frauder. Sauf si je comprends mal votre question. Mais si vous n'étiez pas marié, vous allez vous remarier, c'est tout. Si vous n'étiez pas marié, mais si vous étiez remarié, on va vous conseiller simplement de dire au gouvernement que vous avez triché. Ce n'est pas bon. Je suis une demandeuse d'asile. J'ai mon mari qui est au pays, qui a un visa visiteur. Il veut venir nous rejoindre ici, parce que je suis avec les enfants. Ben maintenant, ma question est que s'il vient, est-ce qu'il peut avoir le permis de travail, parce qu'il ne peut pas venir comme ça, rester à la maison sans travailler. Moi, je suis avec un bébé de 3 mois. Je ne sais pas s'il peut avoir un permis de travail pour que s'il vient, il travaille ou pas. Il vient pour un temps, juste vous visiter et rentrer, c'est ça? Non, il veut rester. Il ne peut plus avoir de permis étant au Canada. Il faut qu'il fasse la demande de l'extérieur. C'est le changement depuis le 8 novembre 2024. Je suis résident permanent et je n'avais pas déclaré mes enfants. Je demandais comment ça peut se passer. Vous avez eu la résidence de quelle façon? Entrée express. Vous n'avez pas déclaré. Ce sera compliqué, mais on peut quand même engager les requêtes. Il y a une procédure qui est longue et difficile. On peut quand même engager, mais je suis pessimiste, c'est compliqué. Vous n'avez même pas dit que vous avez des enfants. Non, parce que j'étais pas là quand le dossier avançait. J'envoyais juste les documents et on n'a pas déclaré. Oui, je dis c'est difficile, mais on peut essayer par une procédure, par une requête. On peut essayer. Vous êtes arrivé au Canada en couple et vous avez laissé votre enfant au pays. Vous êtes des demandeurs d'asile et l'enfant est resté au pays. Vous n'êtes pas encore passé à l'audience. Comment faire pour faire venir l'enfant avant l'audience pour que l'enfant vous rejoigne le plus tôt? Mais vous faites une demande de visiteur, non? Pour que l'enfant vienne vous visiter. Ce n'est pas garanti, mais vous avez le droit de le faire. Si c'est un petit enfant, si c'est un adulte, vous pouvez faire une demande pour qu'il vienne. C'est un enfant de 2 ans. Ok. Vous faites une demande de visiteur. Si vous avez la chance, on vous donne le visa. Je suis au Québec. J'enseigne. Je suis enseignant au secondaire. Et j'avais un permis de travail fermé pour un restaurant. Alors, quand j'obtenais le permis de travail vulnérable, pour le travail vulnérable, je me suis lancé dans l'enseignement. Alors, j'enseigne jusqu'au mois de juin. Mais mon permis en question va expirer en décembre. Et je suis parent d'un citoyen aussi, parce que moi et ma femme, nous avons fait un enfant ici. Et nous tous deux, nous sommes des temporaires. Alors, je voulais juste savoir, c'est quoi le programme d'immigration que je peux prendre pour garder les statuts? Parce que les écoles, présentement, ne font pas le permis fermé, ne font pas des EIMT. Donc, je me demande, en dehors du fait que je ne peux pas faire ce permis, c'est quel autre programme d'immigration que je peux opter pour garder mon statut? Vous êtes enseignant.
Donc, Oui. mais je ne connais pas votre CV. Il serait difficile que je résolve votre problème, que je vous fasse des propositions si je n'ai pas le détail de votre CV, parce qu'il y a plusieurs programmes possibles. Mais tout ça, ça dépend de votre profil clair et précis. Donc, vous saurez mieux de nous contacter en privé pour ça. Et aussi, une deuxième question, et une dernière. Est-ce que je peux faire une demande de résidence en raison humanitaire si jamais je n'arrive pas à renouveler, avoir mon permis de travail? Non, je vous dis déjà, la demande humanitaire n'est pas une demande normale. C'est une demande qu'il faut justifier. Et je suis pessimiste. Vous avez le droit de faire, mais qu'est-ce que ça va donner? Je suis très pessimiste. Donc, comme je vous dis, il y a d'autres choses à exploiter. La demande humanitaire, c'est le dernier recours. Hein. Le dernier recours. Il faut justifier pourquoi vous le faites. Mais c'est le fait que je ne peux pas avoir un permis de travail pour prendre soin de mon enfant et de ma femme. Oui, ben je dis, c'est une demande exceptionnelle. C'est la dernière des choses à essayer. C'est ce que je veux dire. C'est la dernière. C'est très exceptionnel d'être accepté. Moi, je suis actuellement sur un statut post-diplôme. J'ai un post-diplôme qui s'expire en juin. Je fais ma demande de résidence permanente. Ça va faire pratiquement 5 mois aujourd'hui. Je n'ai même pas encore vu l'accusé de réception. Donc, dans la crainte de voir mon permis s'expirer, j'aimerais savoir si il est possible que en premier temps, de faire une demande de transitoire sans avoir de réception. Sans avoir la réception de la résidence permanente. Savoir 5 mois que j'ai postulé, que j'ai fait la demande, je n'ai pas encore de réception. Vous n'avez aucune preuve. Je conseillerais de faire quand même ce permis, de le faire. Vous n'avez aucune preuve même de paiement, vous le faites avec même J'ai le frais de paiement, j'ai le mail qui confirme que j'ai déposé en date, mais l'accusé même avec la lettre, je n'ai pas. Vous utilisez ça et vous expliquez. Vous utilisez les preuves que vous avez là et vous faites une lettre pour expliquer que vous n'avez pas encore, ça fait ceci, tel nombre de mois.